Chacun à tour de rôle, vous allez nous présenter votre méga coup de cœur de l'année sur les plateformes, tout genre, toutes plateformes confondues. On va commencer par Juliette, parce que c'était son anniversaire hier. Voilà. Spoiler. Joyeux anniversaire, Juliette. Merci. Et Laurence. du coup, c'est toi qui as l'honneur de nous présenter ton coup de cœur de l'année. Ben oui, et en plus, moi qui vous parle jamais d'amour, pour une fois, je vais vous parler. Je suis d'humeur romantique parce que je vais vous parler de la romance qui m'a fait le plus pleurer cette année. C'est une série qui s'appelle Fellow Travelers, qui est disponible sur MyCanal et sur Paramount+, qui nous emmène aux États-Unis, où on assiste à la rencontre entre Hawkins, qui est un fonctionnaire d'État aguerri, et Tim, qui est un nouveau venu qui est vraiment gonflé aux idéaux politiques. Et en fait, on va suivre leur histoire, tour à tour l'éclosion puis l'implosion de leur histoire d'amour. Ça commence dans les années 1950, où ils font face au macartisme et vont subir la chasse aux sorcières de leurs collègues, puisque c'est une époque où la délation est monnaie courante au sein du gouvernement américain pour et débusquer les communistes et les homosexuels. Et puis ça court jusque dans les années 80 avec l'épidémie de sida qui a complètement ravagé la communauté gay. Donc voilà, on traverse les États-Unis, on traverse les époques en les suivant. Ils sont tous les deux incarnés par des acteurs qu'on connaît bien, puisque c'est Matt Bomer, qu'on connaît surtout pour la série FBI Duo très spécial, et puis surtout Jonathan Bailey, qui est la nouvelle coqueluche des filles qui regardent Netflix, puisqu'on l'a connu dans La Chronique des Bridgerton. Voilà, honnêtement, ils sortent tous les deux de leur zone de confort, parce que c'est des rôles dramatiques qui sont hyper forts, hyper puissants. Totalement. Notamment Jonathan Bailey, qui a des scènes qui sont extrêmement difficiles, notamment sur la deuxième partie de la série. Et il prend le rôle à bras-le-corps. Moi, j'étais soufflée parce que j'avais peur que ce soit le genre d'acteur qui ait du mal à sortir de son rôle d'Anthony, de beau gosse un peu parfait. Et franchement, j'ai été bluffée. Voilà, ça m'a complètement touchée. En plus, c'est vraiment un face-à-face entre les deux acteurs. Tantôt extrêmement sensuel. Spoiler, c'est pas regardé avec les enfants. Il y a quelques scènes un peu corsées. Voilà. Ou avec les parents. Ouais, je le regarderai pas avec ma mère à Noël. Et tantôt un duel qui est vraiment quasi dans la violence, le rapport violent. On passe vraiment des extrêmes de comment peut se manifester l'amour dans tous ses états. Tout ça, c'est mis en valeur par une mise en scène qui est hyper léchée, qui nous plonge parfaitement dans différentes époques. Je suis pas très fan des séries à flashback où on est sur la double temporalité, parce que je trouve ça souvent casse-gueule. Là, honnêtement, c'est utilisé à bon escient, ça rythme, et en même temps, ça sert à chaque fois à illustrer un propos qui est nécessaire. Donc voilà, au premier plan, c'est vraiment, on revisite le mythe des amants maudits. Et puis en trame de fond, ce qui est vraiment passionnant, c'est le propos politique et l'évolution de l'Amérique. Il y a vraiment un sens de la dramaturgie qui est hyper fort et qui se met au service d'une critique sociétale acide, mais hyper pertinente, même encore aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez compris, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais j'ai adoré, même si, encore une fois, les histoires d'amour finissent mal en général. Et effectivement, à regarder avec une grosse boîte de mouchoirs. Je me tourne vers Émilie. Ah, voilà. C'est mon tour. C'est ton tour de nous donner ton coup de cœur de l'année. Alors, je l'ai plus ou moins cité lors du précédent épisode, mais j'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup. Et je suis très contente de pouvoir le faire, parce que moi, mon gros coup de cœur de 2024, mais vraiment énorme coup de cœur, voire même de ces dernières années, c'est Disclaimer, la série qui est dispo donc sur Apple TV+, qui est réalisé par Alfonso Cuarón. Donc déjà dans l'absolutude du bon, ça va pas être réalisé avec les pieds. Le personnage principal est une des meilleures actrices de tous les temps à mon sens, et je l'aime d'amour, c'est Cate Blanchett. À ses côtés il y a Kevin Kline qui est assez peu reconnaissable. Ouais, pareil j'ai pour, mis 2 épisodes à le reconnaître. Voilà, c'est ça. Pareil pour Sacha Baron Cohen. Ouais. Voilà, les deux, tu te dis, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ah oui, c'est eux. C'est une série en 7 épisodes, et le pitch, en fait, c'est que Cate Blanchett est une documentaliste super primée, super renommée. Et un jour, elle reçoit dans sa boîte aux lettres un livre, et elle se rend compte qu'elle est l'héroïne du livre, qui est censée raconter son histoire. Et en fait, c'est pas du tout son histoire d'amour passé avec un petit jeune. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas du tout son histoire. Et ce livre a été écrit par le père du jeune homme qui est décédé. Je le dis parce que c'est dit dans le premier épisode. Donc voilà, c'est pas un gros spoil, même si je m'en moque de spoiler, vous me connaissez.
L'histoire est assez dingue. Bon, bien évidemment, la réal est folle. Le jeu d'acteur est extraordinaire. L'histoire est vraiment dingue. Au moment où ça a été mis en ligne, c'était un épisode par semaine. Donc j'ai réappris le bonheur d'attendre une semaine avant d'avoir la suite. Ça fait du bien parfois. Ça fait du bien, d'autant plus pour une série d'une telle qualité. En plus, l'épisode fait à peu près 50 minutes. Et au bout de 50 minutes, vu le sujet, t'as bien envie quand même de faire une petite pause. Ça te prend et en fait, ça te retourne le cerveau très régulièrement. C'est extraordinaire. Moi aussi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais envie de plus et même, je sais même pas si j'avais envie de plus, tellement c'était parfait dans sa construction, dans l'évolution de chaque personnage, qui sont parfois détestables, parfois très touchants. En fait, chaque épisode, tu as des certitudes qui sont ébranlées. Tu sais plus où t'en es. C'est très accessible aussi, je tiens à le dire, parce que vous me connaissez, moi je suis assez grand public quand même, mais c'est très accessible, tout en étant, je trouve que ça t'élève en tant que sériephile de voir ce genre de série. Et vraiment, merci Apple TV+ de mettre autant d'argent dans certaines séries, parce que du coup la qualité est là. Et voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de 2024. Par contre, exactement comme pour Juliette, faut y aller en ayant un petit moral quand même, un bon moral. Parce que si t'es déprimé, très clairement, tu en ressors encore plus déprimé. Mais au moins heureux d'avoir vu quelque chose de qualité. Et je crois que Marc est d'accord avec moi, parce qu'il n'arrête pas de faire oui de la tête, mais vous ne voyez pas. Je suis en plein visionnage de la série, donc je ne vais pas encore tout dévoiler, parce qu'après, je crois qu'il y a en plus des choses qui se passent à la fin. Je ne suis pas prêt. Mais oui, la réal, elle est vraiment d'une qualité incroyable. Et puis, Cate Blanchett, voilà. Et Kevin Kline aussi. Kevin Kline est vraiment saisissant. Hein. Enfin, vraiment, il m'a fait flipper à un moment. Alors, c'est plutôt un acteur de comédie, donc bon, a priori, tu te dis, il va pas être... voilà. Et là, vraiment, il est dans ce rôle de père comme ça, vengeur un peu, il est assez impressionnant. Bon, alors là, 2 coups de cœur sur 4, on est à 2 séries. On est à 2 séries qu'il faut regarder avec le moral et une boîte de mouchoirs. Marc, qu'est-ce que tu nous as réservé? Joyeux Noël. Ouais, je suis pas sûr que ça va forcément remonter le niveau en termes de, de comédie. Pas du tout d'ailleurs, même quoique il y a 2-3 scènes qui sont assez drôles. Non, je vais vous parler d'une série qui m'a un peu accompagné toute l'année. Parce que, en fait, je n'ai vu d'abord 2 épisodes au printemps dernier. Sur la plateforme en ligne de Sérimania, puisque la série a été montrée à Sérimania et elle a gagné des prix. La série s'appelle La Messias, diffusée sur arte.tv. Donc c'est une série espagnole, et j'ai été tout de suite subjugué. Et en fait, j'ai repensé à ces 2 épisodes à peu près toute l'année, et en me disant surtout quand arrive la suite. Et alléluia, c'est qu'à le dire, en novembre, Arte a mis toute la série sur sa plateforme. Donc La Messias, ça raconte quoi ? C'est l'histoire sur 3 décennies d'une famille en Catalogne, dont les enfants sont coupés du monde, complètement sous l'emprise d'une mère fanatique qui pense communiquer directement avec Dieu. Voilà. Ça vous donne un peu l'ambiance de la série. Voilà. C'est ça. Donc il y a 2 d'entre eux, un frère et une sœur, qui ont réussi à s'échapper de cette emprise, non sans mal et non sans séquelles. Et du coup, ils vont essayer de revenir pour libérer leur petite sœur, qui sont, elles, toujours sous le joug de cette mère fanatique. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit, parce qu'en fait, la série va au-delà du pitch. C'est-à-dire qu'en gros, chaque épisode est vraiment singulier. Chaque épisode est incroyablement réalisé, super prenant. Ça emprunte à plein de genres différents. Il y a notamment un épisode qui est vraiment que sur la comédie musicale. Donc, en fait, les personnages découvrent une cassette de Chantons sous la pluie, qui est un peu leur seul moyen d'avoir un rapport avec l'extérieur, parce qu'en fait, ils n'ont pas la télé, évidemment. Ouais, bien sûr. Voilà, donc ils sont complètement coupés du monde extérieur, et ils trouvent une cassette de Chantons sous la pluie chez quelqu'un. Et ils la ramènent, et du coup, ils découvrent ce que c'est le cinéma. Et donc ça, c'est une super idée déjà. En fait, ils disent, mais c'est génial, mais ils ont peur. En même temps, ils regardent une cassette, ils disent, mais c'est quoi ? Est-ce que c'est des vrais personnages ? Pourquoi ils bougent ? Pourquoi ils ont l'impression qu'ils sont à côté de nous alors qu'ils sont pas là ? Enfin, voilà. Ils sont complètement paumés, quoi. Et en fait, c'est une très, très belle idée. Et il y a plein de choses comme ça dans la série qui sont vraiment, c'est vraiment des idées incroyables. Et la mise en scène est super. C'est à la fois parfois dérangeant, parce qu'il y a vraiment des séquences, pareil, un peu choc. Voilà, c'est des fois très, très drôle, puisque la mère se met comme en tête de créer un groupe de pop chrétien, voilà, qui s'appelle Stella Maris, pour, on va dire, encore plus communiquer avec Jésus. Donc elle dit que c'est Jésus qui écrit les paroles et qu'elle n'est que le vecteur de tout ça. Et du coup, ça donne des petits clips vidéo qui ont été réalisés par les réalisateurs de la série, qui deviennent des espèces de clips un peu kitsch, très années 80, super drôles.
Et les morceaux sont très pop, donc assez entêtants en fait. Donc c'est l'espèce de petite bulle comme ça de fraîcheur au milieu de la série qui est quand même assez lourde en termes émotionnels. Voilà, il y a des séquences vraiment incroyables, notamment une où un des personnages prend de la drogue et en fait tout tourne autour d'elle. Ça devient une espèce de truc, une espèce de trip filmé incroyable. Donc voilà, vraiment une très grande série. Je pense que c'est la meilleure de ce que j'ai vu cette année et même depuis plusieurs années. Voilà, donc La Messias, à ne pas binger. Un épisode suffit à chaque fois. Il n'y en a que 7, donc voilà. Et c'est à la fois, j'aime pas forcément dire ça des séries, mais là, c'est vraiment des mini-films en fait à chaque fois. Hein. C'est des épisodes qui durent entre 60 et 70 minutes et c'est un peu des mini-films. Mais il y a quand même une cohérence sur l'ensemble de la série. Voilà. Ah bah, c'est à ton tour de conclure ce tour de table. Quel a été ton coup de cœur de l'année ? Alors, c'est Rebel Moon, c'est un film sur Netflix avec Sofia Boutella en rôle principal. Moi, Sofia Boutella, j'adore. Enfin, je la suis, que ce soit dans La Momie, dans Climax aussi de Gaspard Noé. Enfin, je trouve qu'elle arrive à gérer entre les blockbusters et les films d'auteur, et ça, c'est vraiment une grosse qualité. C'est toujours une actrice physique qui est hyper crédible, quoi. Elle a un passé de danseuse, donc voilà, et c'est une super actrice. Elle est toujours hyper badass, hyper féminine. Moi, j'adore vraiment. Et donc, ce film Rebel Moon, c'est sur une colonie pacifique, sur une galaxie. Donc, c'est de la science-fiction. Et en fait, il y a l'armée qui vient les envahir. Et en fait, cette femme va sauver cette colonie pacifique qui est sur l'agriculture. Enfin, voilà, il y a vraiment entre l'agriculture et les robots. Enfin, c'est vraiment le combat de ces deux domaines. Et donc voilà, ils vont se mettre à la recherche avec un autre homme de rebelles pour renverser le pouvoir en place. Donc c'est un film entre Divergente et Mad Max, quoi, un petit peu. Donc voilà, décor de fou. Enfin, c'est très très beau. L'image, la science-fiction, ça le fait grave, quoi. En tout cas, ouais, ce que j'aime bien en général, c'est j'aime bien quand il y a des rôles féminins qui sont des femmes fortes, comme on dit, de fait. Et c'est pas un film sur une femme forte. Enfin, je sais pas, mais j'aime bien ça en tout cas, parce que pour moi, les femmes sont déjà fortes. Il n'y a pas besoin de pousser le truc. Donc voilà, c'est un peu ça le film, et j'invite vraiment tout le monde à voir, parce que c'est très très cool, très très beau. Merci à tous les quatre d'avoir partagé vos coups de cœur. On a des choses très très différentes, très variées. Donc, chers auditeurs, vous aurez plein de programmes à regarder pendant les vacances si vous n'avez pas encore vu. Et vous en trouverez d'autres, bien sûr, dans la prochaine partie de cet épisode, car c'est l'heure de l'appel à un ami.